Salut Internet, comment va? Bienvenue à toi, auditeur du podcast. Depuis l'été 2019, je me suis lancé dans ce projet appelé Let's Talk Venture, qui mettait en lumière les aventures des backpackers, voyageurs et aventuriers aux folles histoires. Mais avec la pandémie actuelle du Covid-19 et la remise en question du voyage, de nos déplacements et de nos modes de consommation, ça me semblait assez hors contexte de continuer ce projet avec cette ligne édito initiale. Mais, étant donné que faire des interviews avec des humains aux histoires rancobolesques, ça me manquait énormément, j'ai décidé pour cette série d'épisodes de me focaliser sur le fait de vivre à l'étranger. Qu'est-ce que ça fait de s'immerser dans une nouvelle culture, un nouvel environnement et de changer de mode de vie? Bref, l'aventure internationale. Voici donc mon interview avec Axel, un jeune homme parisien qui a grandi en France jusqu'à la fin du primaire avant de suivre son père parti travailler au Bénin pendant sa période du collège, et de revenir en France en s'ayant découvert une passion pour le pays de ses ancêtres et le voyage en général. Ensemble, on discute de son enfance à cette période de sa vie, de l'ambivalence à être vu comme un homme noir en France et un homme blanc en Afrique, et de la culture vaudou originaire du Bénin avec une incroyable histoire en fin d'épisode. Je vous laisse donc en sa compagnie. Let's Talk Venture with Axel. On est parti. Et on s'installe. Salut Axel. Salut. Est-ce que t'es stressé du coup? Tony. Tony. Ok. Salut Tony. Ça va? Ça va très bien. Ça va. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors je m'appelle Ouno Axel, j'ai 20 ans. Je suis originaire du Bénin et j'habite en région parisienne. Et pour ces vacances, j'ai décidé de venir à Lyon, dans l'auberge Alter Hostel, pour découvrir un peu la ville et m'enrichir d'expériences avec les autres. D'accord. Je trouve ça fou en fait que déjà à 20 ans tu sois déjà au courant de tout ce qui est workaway, voyager comme ça. Comment t'as connu ça? Depuis petit, j'ai l'habitude de voyager. Et normalement c'est mes parents qui me payent tout, mais en grandissant forcément il va falloir que je me débrouille par moi-même. Et donc j'ai cherché comment voyager tout en minimisant les frais de logement pour être capable de m'autosuffire. Et en cherchant, il y a une amie qui m'a parlé d'un site qui s'appelait Helpix, qui m'a dit tiens, tu devrais regarder, toi qui aimes bien voyager, comme ça pourrait t'intéresser. Et en regardant, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'opportunités de gens qui avaient besoin juste d'aide et qui te fournissaient soit logement plus nourriture. Ça dépendait de tout ça. Et voilà comment je suis arrivé là. Et là, c'est ta deuxième expérience Helpix, c'est ça? Troisième. C'est la deuxième année. Mais la première année, j'en ai fait 2. Et là, c'est ma troisième. D'accord. Qui était en Écosse. La première que j'ai fait en Écosse. Donc à Stirling, si tu veux que je te raconte. Stirling, c'est pas trop loin d'Édimbourg, si je dis pas de bêtises. D'accord. Et en gros, j'étais dans un hostel un peu comme ici. Et j'étais chargé de faire du housekeeping, de m'occuper de la réception, d'accueillir les gens. On était une petite équipe, tous on venait d'endroits différents et on pouvait échanger. On avait notre propre chambre où on pouvait se rencontrer, parler. On avait des bars pas trop loin. Donc voilà, et c'est là où j'ai découvert et je me suis dit en fait c'est un truc que j'aime beaucoup. Et donc j'ai décidé la même année d'en refaire un autre, qui cette fois était en Espagne, à Sitges, proche de Barcelone. Et là je travaillais en cuisine. Trop cool. C'est pas un peu sportif quand même l'expérience en cuisine? Si. C'était vraiment sportif. Mais je suis tombé sur un bon chef. D'accord. Un chef plutôt détendu, qui faisait même des choses qu'on n'est pas censé faire en cuisine, mais il le faisait quand même. Et c'était bien. Intéressant. Et on dira le nom du restaurant. Ok, trop cool. Je voulais discuter avec toi du coup. Parce que du coup, tu m'as dit que ça t'arrivait très souvent de faire l'aller-retour entre la France et le Bénin. Et du coup, dans quel contexte? Alors, de base, c'est parce que mon père est originaire du Bénin. Et du coup, comme il travaille là-bas, il a de nombreux projets. Il est amené à faire la navette. Et quand j'étais petit, j'étais obligé de le suivre pour qu'on puisse faire l'aller-retour ensemble. J'ai fait le primaire ici, et pendant tout le collège, étant donné que lui il avait une mission qui allait durer plusieurs années, où il devait travailler à Cotonou, capitale économique du Bénin, j'ai dû le suivre, et donc j'ai pu découvrir mon propre pays, voir nos us et coutumes, savoir comment on vit tout simplement. Et c'est un pays que j'ai beaucoup aimé, même s'il fait partie, si je dis pas de bêtises, des pays les moins avancés au monde.
c'est quand même un pays, c'est mon pays en fait. Ouais. Et donc j'aime beaucoup ce pays. D'accord. Ensuite, il est revenu ici en France, où il a dû continuer de travailler et un peu abandonner les projets au Bénin. Mais moi, pour des questions d'enracinement, de ressourcement, si ça se dit, Oui, j'ai voulu quand même y retourner de temps en temps, voir. Et là, ça dépend des moyens. Quand j'ai les moyens d'y aller, j'y vais, étant donné qu'on a une maison là-bas, je ne paye pas le logement. Et je découvre tout le temps, même si j'ai l'habitude de la ville où je vis, je découvre quand même d'autres choses, d'autres activités, d'autres gens. Et voilà, globalement. Comment ça se passe? Au Bénin, Ouais. c'est vraiment... Comment ça s'est passé les premières années, voire les premières semaines, mois Au Bénin, j'ai Ouais. détesté. J'ai honnêtement détesté. Parce le que du coup, il Bénin. faut préciser, tu es originaire de région parisienne, c'est ça? Ouais. Alors, voilà, transition, Bénin. Déjà, quand ton père il t'a dit on va aller au Bénin, Moi, j'imaginais pas qu'on allait rester très longtemps. d'accord. Je me suis dit, on serait allé, on va découvrir comme des touristes, quoi. Ouais. On va voir comment c'est, et puis ensuite on revient. Mais en fait, il m'a dit non, on va y aller, et puis tu vas aller à l'école là-bas. D'ailleurs, la première école que j'ai faite, c'était une école française pour essayer de continuer à suivre. Mais après, j'ai été dans des écoles locales. Donc, des écoles là où c'est toujours un programme français, mais enseigné à leur manière en fonction des ministères, etc. Et ça a été une grande différence de voir qu'en fait, ils n'ont pas la même manière de vivre que nous, la même mentalité que nous. C'est différent. Et dans cette différence, moi je trouve que c'est une grande richesse qu'a le pays, vu qu'on est même issu de la colonisation, on est un pays vraiment différent, quoi. Ouais. Riche culturellement. Ouais. Donc voilà, la première année je l'ai fait dans une école française, Montaigne, puis la deuxième année, je suis parti aux alentours du CM1. J'ai pas fait le CM2 et j'ai directement commencé en 6e. Et donc en 6e, je suis allé dans une école africaine et là, c'était le plaisir, quoi. C'était le plaisir de voir bon, déjà la différence qu'on faisait, parce que lui il a un accent, lui il a une couleur de peau un peu plus claire, lui voilà son papa, etc. Donc peut-être la jalousie qu'il y avait autour de ça, mais c'est pas méchant. Ouais. C'est juste les gens se demandent tiens, toi qui es allé dans ce pays, comment c'était? Et moi aussi qui étais intéressé par le fait que eux ils vivent ici, donc comment c'est, tout simplement comment on vit ici. Ouais. Et petit à petit, je me suis fait des amis et tout s'est très bien passé. J'ai même été triste quand je suis parti en 3e pour venir faire le brevet ici. D'accord. Ah, oula. Ouais. C'est ouais, du coup en 4e t'as fini, après t'as passé ta 3e Voilà, la 3e, en France. mon père voulait que je fasse quand même le Ok. brevet ici pour qu'il n'y ait pas de problème le diplôme n'est pas équivalent. ou D'accord, autre. ok. Tu l'as eu? Ouais, j'ai eu avec mention bien. Ah bien, stylé. Donc tu as passé 3 ans au Bénin et après tu y es retourné combien de fois? À peu près, on a fait seconde, première. Ouais. Je suis pas allé en terminale vu que c'était l'année du bac. Après mon père y est retourné, j'y suis retourné une dernière fois, là je suis en L3. Ouais. Et donc j'y suis retourné une dernière fois, on va dire 3-4 fois. D'accord. Sur pendant combien de temps? Sur 5 ans. 3-4 fois sur 5 ans. Mais je veux dire, c'est des durées d'une semaine, Ah, d'un mois Non, quand on y va, on reste longtemps. D'accord. On doit rester 2 mois, si ce n'est plus. Ok, Et si on trop peut cool. juste y aller comme ça, voir, Ouais. ça c'est en général mon père qui va faire aller une semaine et Ouais. puis revenir. Voilà. Mais moi, quand j'y vais, je reste longtemps. D'accord. Du coup, question inverse, c'était quoi les chocs culturels qui t'ont choqué quand t'es revenu en France pour la 3e? Je vais prendre par partie. Si je prends par exemple l'éducation nationale, donc l'école, c'est totalement différent. Ici, je ne vais pas dire qu'il y a un laisser-aller, je veux dire que c'est beaucoup plus relax, cool. Si je te donne mes horaires par exemple, nous on commençait à 7h l'école, et c'est pour les collégiens, hein. On commençait à 7h et on finissait à 19h. Alors, laisse-moi t'expliquer. On faisait 7h, 19h. 7h pourquoi? Parce que le Bénin c'est un pays très chaud. Ce qui fait qu'entre midi et 15h, on ne peut pas travailler. C'est impossible. Donc entre midi et 15h, tu avais une pause qui te servait à faire une sieste, qui était obligatoire. Tout le monde la prenait. Bon, si tu veux pas dormir, tu dors pas. Non mais je milite en fait pour que tout le monde fasse des siestes. C'est Ah ça ouais. le truc. C'est vous les gens,
ne réalisent pas à quel point une sieste c'est bénéfique. C'est vrai. C'est très vrai. Ça permettait de mieux entamer la seconde partie de la journée sans être fatigué. Et du coup, de 7h à midi, comme il fait un peu frais, on était aux alentours de 20-25 degrés, là on peut se permettre de travailler. Donc, on travaillait, on avait la pause de midi à 15h. Et ensuite, après 15h, on reprenait jusqu'à 19h, une fois que les fortes températures commençaient un peu à s'atténuer. Voilà. Niveau des cours, quand je suis arrivé en 3e, j'ai été surpris de voir que le programme français de 3e, c'est des choses que j'avais déjà faites par exemple en 5e au Bénin. Donc ils essayent vraiment de prendre beaucoup d'avance, de faire rentrer un maximum d'informations dans la tête de leurs élèves, malgré leur faible taux de réussite. Parce qu'il faut se dire qu'il y a pas tout le monde a la chance d'avoir un bureau, rien qu'un bureau ou une lampe pour s'éclairer. On était dans des classes où par exemple il n'y avait pas de lumière. Du coup, quand on approchait de 19h en période d'harmattan, donc une saison là où il commence à faire nuit tôt, on devait s'approcher, acheter des lampes, des bougies, par exemple pour les mettre. Donc voilà, tout le monde n'avait pas la chance que j'avais d'avoir une maison avec l'électricité, un bureau. Ça peut paraître banal dit comme ça, mais c'était très important. Et du coup, ça me permettait de réviser. Et les jeunes, mes camarades avec qui j'étais, malgré le fait qu'ils n'avaient quasiment rien comme moyen, s'investissaient beaucoup parce que ça représentait la possibilité pour eux de quitter leur situation, leur statut de leur manière de vivre et d'évoluer. Ici ou en France, on peut dire qu'on va à l'école parce que nos parents nous l'ont dit ou parce que on doit le faire et c'est comme ça et on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Là, c'est très différent de là-bas où aller à l'école, c'est vraiment la solution, la seule possibilité que tu as pour te tirer de ta situation, te tirer de la misère. Donc les gens donnaient tellement d'importance à l'école, malgré le fait qu'à l'âge d'un collégien, ils avaient probablement d'autres travaux. Donc il y en a qui aidaient leur mère à vendre, qui aidaient à faire à manger, qui allaient balayer chez d'autres, tout ça pour gagner des francs CFA, un peu d'argent. Mais l'école ici donnait. Quand il fallait apprendre les cours, il fallait les apprendre, etc. Nos profs aussi, c'était largement plus sévère. Ici, quand je suis arrivé en 3e, j'ai été impressionné de voir la liberté que prenaient les élèves, par exemple, pour parler aux profs, que ce soit en bien ou en mal. Par exemple, donc en bien, par exemple, le prof fait une erreur, le reprendre. En mal, il se comporte mal, le prof lui fait une réflexion, l'élève répond. Ça, c'est des situations qui n'arrivaient jamais. Là où j'étais, c'était tu réponds à un prof, le prof a le droit de te frapper. C'est vrai, ce que je dis est vrai, le prof a le droit de te... On avait même, histoire marrante, on avait même des objets qui restaient dans le bureau des surveillants et qui servaient à frapper les élèves. C'est vrai. On avait un objet qui s'appelait le pamatoire, qui ressemblait à une sorte de planche de bois taillée exprès pour frapper, et un objet qui était une lanière. Donc là, ça ressemble à un long fouet en peau d'animal. Voilà. Du coup, je te donne juste une anecdote. Ma mamie, du coup, était enseignante du coup au Cambodge. Et du coup, ma maman était une de ses élèves. Et vraiment, ma mamie, avec le bâton en bambou, c'était la spécialiste, la Jedi de l'école, vraiment. Et elle me racontait vraiment, parce que ma mère c'était une casse-cou, tu vois, quand elle était gosse. C'est vraiment, elle faisait des caleçons cou, elle a piqué une voiture une fois avec ses frères, elle avait uriné dans une casserole. Mais voilà, et du coup ça ne m'étonne pas. Ma mamie et ma maman m'ont raconté les anecdotes de l'éducation à l'ancienne avec à la manière sévère, où tu respectes ton prof et tout. Voilà, c'était où tu respectes ton prof, où il a le droit de te frapper. C'est pas inscrit dans les règles qu'il doit te frapper, mais il a le droit. Il donne un devoir, tu le fais pas, t'as pas d'excuse, c'est juste j'ai pas envie, tu prends des coups. Voilà. Et au final, ça peut sembler très péjoratif, on va dire maltraitance. Il y a forcément des cas de maltraitance où c'est juste de la violence abusive, mais en général, ça permettait de mettre du respect qui est dû en fait entre le prof et l'élève. Et ici, quand je suis arrivé du coup en 3e, je me suis dit c'est un truc que moi, en vivant là-bas, je me disais non, les coups, c'est pas ouf, on devrait supprimer. Mais en voyant le comportement de certains élèves, je me disais ça avait du bien. Les élèves auraient jamais pu. Il y aurait des élèves qui n'auraient pas raté leur année, par exemple dans ma classe, si on avait eu ce système, parce qu'ils auraient été forcés de travailler. Et donc voilà, c'est dans la mentalité que travailler,
ça te permettra du coup de sortir et d'améliorer ta condition sociale. Ouais. Donc aussi j'ai grandi avec ça, avec aussi mon père qui m'a souvent dit que lui il a réussi à arriver là où il en est maintenant. Donc il a quitté un tout petit village paumé où il n'y a pas d'électricité. Maintenant il y en a, mais avant il n'y a pas d'électricité. Il vivait dans une petite case, etc. Et il a réussi à se démerder pour aller à l'université en France, pour avoir un diplôme, pour avoir une maison, etc. Fonder une famille. Donc moi, en tant que successeur, je me dois aussi de dépasser ce qu'il a réussi à accomplir. Ça met pas beaucoup de pression ça quand même? Si, mais j'ai été éduqué comme ça. Ouais. Donc depuis petit, il m'a dit c'est mon rôle, c'est à moi de faire ça. Ouais. Il me force à rien, hein, mais que voilà ce qu'il voudrait que je réalise. D'accord, ok. Il fait quoi comme taf ton père? Mon père là en ce moment, il est épicier. D'accord, ok. Avant, donc quand on faisait les voyages, il était ingénieur en informatique. C'est potentiellement ma future carrière. Ah bon? C'est potentiellement de travailler dans l'agriculture. Mais bon, c'est peut-être le destin de tous les ingénieurs qui se rendent compte que l'écologie c'est important. Même si c'est le cadre de l'école, comment ils réagissaient les autres enfants s'ils voyaient que tu étais entre guillemets privilégié? Ça c'est une bonne question. Ouais. Parce que je dirais qu'il n'y a pas que à l'école. Je dirais qu'en fonction de ta couleur de peau, Ouais, en plus, oui. et tu as forcément un traitement, même quand on ne veut pas, tu as forcément un traitement différent. Donc, tu vois, je suis pas blanc, quoi. Mais pour eux, en regardant ma couleur de peau, ils diront non, t'es pas noir. Ouais. Tu fais pas partie de nous. Parce que ta couleur de peau est trop claire, t'es métisse, voilà. Et t'es né Donc, en France en plus. Voilà, et t'es né en France. Ouais. Donc, le traitement des profs était différent. Par exemple, si moi je faisais pas mon devoir, j'allais avoir une punition qui pouvait être à genoux, ou qui pouvait être tu vas recopier 500 fois ça, ou t'es viré de... 500. Ouais, c'est vraiment dans l'extrême. Non mais en fait, tu vois, je m'attendais à ce que tu vas recopier 100, voire 150. Non. Le prof, il est seul maître dans la classe. C'est lui qui décide. Il peut dire ça ou tout simplement ne pas être puni. Ouais. Alors que le même à côté de moi va faire la même erreur et lui recevoir des coups immédiatement. D'accord. Voilà. Aussi, il y avait mon père qui avait exigé, qui avait dit que il voulait pas qu'on me frappe, mais qu'il voulait qu'on reporte toute infraction que je faisais, quoi. D'accord. Même la plus petite, il voulait être au courant. Et c'est lui-même du coup qui allait charger de la punition. Parce que mon père, c'est pas le papa poule qui va vouloir protéger. Il va vouloir te protéger de ce qui est abusif, mais toujours dans le respect, quoi. Ouais. Ça veut dire, t'as merdé, tu vas assumer. Donc si la punition c'est des coups, tu prends des coups. D'accord. Voilà. Mais lui, il veut être là, il veut être présent pour être sûr qu'il n'y a pas de débordement de parce que lui il vient d'un autre pays, on va lui faire plus mal ou autre. C'est trop cool. Ouais. Donc il y a un traitement privilégié, que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue. Par exemple, on a beaucoup de marchés qui sont dehors, des vendeurs ambulants, etc. Et un local, par exemple, qui va vouloir acheter une montre, on va lui dire c'est 1000 francs CFA, 1200, ça correspond à 2 € à peu près. Tandis que toi qui vas vouloir acheter la montre, on va peut-être te dire c'est 10 000. Tu vois. Donc il peut y avoir une explosion de prix, quoi, en fonction de la couleur, parce que c'est lui qui décide à combien il te le vend. Tu vas pouvoir négocier, bien sûr, c'est 10 000, tu dis non c'est trop, tu finis à 5 000, au final la montre coûtait 500, quoi. Ouais. Mais c'est comme ça. D'accord. Donc en général, que ce soit où tu veux manger, comment tu veux t'habiller, etc. Ça se fait en fonction de ta couleur de peau. Ouais. Ton père, il a ce même traitement aussi ou non? Vis-à-vis de moi? Non, je veux dire, ton père dans la rue, est-ce qu'il a... Non, parce que mon père est noir, il parle la langue. Ouais. Ça, c'est une barrière aussi que j'ai. Je comprends, mais je ne parle pas la langue. D'accord, ok. Donc déjà, de base, quand tu ne parles pas la langue, ils savent que tu n'es pas d'ici, donc ils essaient de moufler. Mon père, lui, il parle la langue, il parle français, on a plein de dialectes dans notre pays. Donc il parle le fon, c'est le dialecte qui est le plus parlé, je pense, dans le sud. Et du coup, non, lui, il n'a pas du tout ces problèmes. D'accord. Il n'a pas du tout ces problèmes. Mais maintenant, tu le parles ou tu le parles pas du tout? Non, toujours pas. D'accord, ok. Toujours pas. Il faut que j'y retourne. En fait, j'y vais. Ouais. Je commence à parler la langue en 1 mois. Je commence à m'améliorer un peu le 2e mois et je dois repartir. Okay. Et ensuite, pendant toute l'année scolaire où je suis à l'université, j'aurai pas l'occasion de pratiquer. D'accord. Jamais. Sauf peut-être à la maison, quoi. Donc
c'est plus dur. Est-ce que toi aussi t'as fait ce test de demander à ton père de t'enseigner la langue? Oui. Parce que moi aussi j'ai une anecdote par rapport à ça. Je ne parle pas non plus cambodgien, parce que mes parents sont des profs nuls. Ils sont mauvais. Je crois que c'était vers mes 12 ans ou 15 ans, enfin ça a été 2 fois. Ça a été la première fois vers mes 11 ans où j'ai dit à mes parents, ok, ça serait quand même cool, ou c'est peut-être eux qui ont fait l'initiative, ok, on a merdé, on va quand même essayer de t'enseigner la langue, même si on ne te l'a pas enseigné assez tôt, mais on va améliorer le cours, on va te parler en cambodgien et tout. Ce qu'on va faire, on va te donner un mot par jour, mais on va pas l'écrire, on va pas te l'enregistrer, on va juste te le dire le soir, tu le répètes plusieurs fois, et ça va rentrer. Et ça n'est pas rentré. C'est sûr que ça va pas marcher. Ouais. Et les 2 fois, donc la première fois, donc déjà il n'y avait pas ma motivation à moi, plus cette mauvaise méthode d'enseignement, donc clairement je n'ai pas appris. Et la deuxième fois où ça venait de moi, j'avais quand même la motivation pour le faire, ça n'a pas marché non plus. Après, si tu veux réellement apprendre, c'est sûr que tu vas le faire, mais faut se dire aussi, est-ce qu'il y a une utilité fondamentale à part dans ton pays ou dans ta famille à apprendre la langue? Moi par exemple, ma langue, j'apprendrai que dans mon pays. Ouais, voilà, c'est ça, pareil. Tout comme l'anglais que je peux parler, l'anglais je le parle parce que, on nous l'apprend à l'école, 2, c'est d'une utilité incomparable, j'en ai besoin partout où je vais. Donc c'est très facile, tu le pratiques partout. C'est ça, ouais. Tu vas moi je suis allé en Espagne, je parlais anglais, j'ai jamais parlé espagnol, alors que j'avais des cours d'espagnol, bon. Donc au final, apprendre le cambodgien pour toi, c'est pareil, très bien culturellement. Voilà. Mais dans la vie de tous les jours, ça n'a pas de service. Mais je suis trop déraciné pour ça en fait. Je suis une banane, clairement. Je suis un Français dans un corps d'asiatique. C'est clairement ça. Et du coup, ouais, toi. Moi, pour apprendre le fond, mon père, il a jamais voulu me donner des leçons de fond. Mais comme je te dis, je comprends. Donc il va souvent me parler en fond et je vais lui répondre en français. Il va me dire non. Tu vas essayer de reformuler ça en fond, essaye de te débrouiller. Je veux te comprendre plus. Si tu parles français, je ne t'écouterai pas. Tu vois. Donc au final, j'arrive à faire quelques phrases, à lui dire les besoins basiques. Mais si tu me demandes de faire une interview en fond, ce serait impossible. Ouais, d'accord. Après, mon père, en tant que professeur, il n'est pas ouf non plus. Si ça peut te rassurer, il n'est pas ouf. Alors, quand j'étais petit, c'était lui qui m'aidait à faire les devoirs de sciences et ma mère les devoirs de littérature. Et il a une patience très limitée. Voilà, il a une patience très limitée, il m'explique les maths, je comprends pas, il va réexpliquer 2-3 fois et après il va s'énerver quoi. Il va s'énerver, essayer de me faire comprendre, il va pas comprendre pourquoi je ne comprends pas. Et donc, quand j'avais des devoirs, je voulais pas trop lui demander, j'allais directement voir maman et je me disais est-ce que tu peux m'expliquer, qu'elle avait la patience du coup et qui pouvait prendre des heures et des heures à m'expliquer la même chose jusqu'à ce que je comprenne. Donc, voilà. D'accord. Ta mère est française, c'est ça? Ouais. D'accord, ok. On a fait ça. Traitement culturel du coup. Est-ce que tu penses que c'était un peu du racisme, le fait qu'on te traitait différemment, ou c'était juste il est blanc, son père a l'air d'avoir de l'argent, Est-ce que ça peut être appelé du racisme? Si c'est appelé du racisme, c'est du racisme positif. Ouais, d'accord. Donc je sais pas si on peut mettre racisme et positif dans la même phrase, d'accord. Parce que ça m'a pas l'air du tout d'être ça. À mon avis, quand tu parles de racisme, ce sera plus on te ferme certaines portes, on a un comportement moins favorable avec toi parce que ta couleur de peau, ton origine, etc. Alors que là, c'était plus l'inverse. Ok, je paye plus cher, mais si je vais demander un job dans une agence et un autre de mes congénères qui a probablement un meilleur diplôme que moi mais qui est de couleur noire va demander un job, on va me prendre moi parce que il a l'air quand les gens vont le voir, ça va attirer, ça va être mieux. Donc non, c'est pas du racisme. C'est on te traite différemment. Ouais, mais ce terme racisme positif existe vraiment et je sais que ma soeur elle me l'a. Ça arrive aussi pour les asiatiques. Je sais que on a cette image des intellos, machin, bon en maths et tout. Clairement, je ne sais plus faire de maths, même si je suis ingénieur. Ouais, non, c'est on fait avec, on va dire. Voilà. C'est ça.
Et du coup, ça m'amène à une autre question. Du coup, tu m'as pas dit comment les autres élèves te voyaient en tant que... est-ce que tu sentais qu'ils te traitaient différemment Ouais. comme les autres? Dans quel sens? Un peu comme une attraction. Ok. Comme on voit peu de personnes de couleur claire Ouais. de peau. Donc beaucoup de gens voulaient être mon ami, beaucoup de gens étaient juste curieux, beaucoup de gens venaient me parler juste comme ça pour découvrir ce que j'ai pu vivre ici en France. J'ai jamais eu de gens méchants. Enfin si, des gens qui étaient un peu jaloux Ouais. de ça. Mais en général, ces gens, ils traînaient pas souvent avec moi, quoi. Ils venaient, ils me disaient qu'ils m'aimaient pas, puis ils partaient, quoi. Mais ouais, beaucoup de gens voulaient être mon ami. Donc j'ai eu beaucoup d'amis, on va dire beaucoup de gens qui traînaient avec moi. Et parmi ces gens, ensuite, j'ai su faire le tri entre qui était là parce que, ce serait intéressant d'être ami avec lui. Et à l'inverse, qui était vraiment là pour qui je suis et autres. Sachant que ils avaient certaines personnes qui voulaient être juste amis avec moi par intérêt, avaient plus, je vais dire, avaient une valeur que je trouvais avaient une histoire qui était beaucoup plus intéressante à mon avis que la mienne, quoi. Ah. Moi, ouais, ça veut dire que certaines personnes vont mettre le fait d'être venu de France comme le top, alors que certains avaient des histoires qui quittaient par exemple le nord du Bénin et puis ils sont venus, ils ont connu des guerres, leurs parents ont dû quitter, voyager, etc. Et quand ils me racontaient leurs histoires, j'étais comme waouh, quoi, c'est incroyable, lui il a vécu déjà tout ça à son jeune âge. Et moi ce que j'ai fait c'est juste un changement de pays, quoi. Il n'y a pas eu moi j'ai jamais eu de problème comme lui, quoi. Ouais. Et au final c'est peut-être, maintenant c'est plus comme ça, hein. Ça a beaucoup diminué, mais je sais pas comment dire, le fait d'idéaliser, une idéalisation de la France. D'accord, ok. Ouais. Donc, Trop cool. ouais. D'accord. Super intéressant. En parlant du coup de la France, c'est quoi, du coup, est-ce que toi aussi tu as ce sentiment-là des fois de ne pas avoir ta place dans aucun pays en fait? C'est-à-dire que ici, du coup, tu es vu comme un étranger, mais là-bas aussi tu es vu comme un étranger et donc tu n'as pas vraiment de racines possibles Totalement. nulle part. Totalement. Ouais. C'est très bien décrit, c'est totalement ça. Même si je sais d'où je viens, il y a aussi le fait que les autres acceptent que tu fais partie des leurs. En France, je peux dire je suis français de nationalité, je suis français dans ma tête, mais un français, je ne sais pas si c'est bien d'utiliser le mot vrai français, tu vois. Un français d'origine française. Voilà, un français d'origine française pourrait me dire non, tu n'es pas français, tu es français issu de l'immigration. Ce qui est très raciste. Ce serait très raciste. Ce serait très raciste. Ce serait très. Mais il y en a. Ce serait très. Comment il s'appelle déjà ce politicien? Ce serait très. Le mec qui ressemble à Monsieur Burns. Le Pen. Non, chétif qui ressemble à Monsieur Burns. Éric Zemmour. Ouais, voilà. Ce serait très zemmourien. Ouais, ce serait très zemmourien. Bon, il y en a. Je sais que Zemmour, lui, il est à la lumière, c'est pour ça qu'on entend bien ce qu'il dit. Mais il y en a plein d'autres qui le pensent aussi comme ça. Une minorité, je pense. Et là-bas non plus. Là-bas, par exemple, on me disait que j'étais blanc, tout court. Il n'y a pas de distinction. Et c'est soit t'es noir, soit t'es blanc. Donc, t'es blanc. Et ici, on me dira non, t'es noir. Voilà, donc ça fait. Au final, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes. Et là, je parle de mes amis, ici en France, pas là-bas. Beaucoup de mes amis, de mes connaissances, de mes potes qui sont perdus au final. Parce que soit ils ne sont pas retournés dans leur pays. Et du coup, dans leur tête, ils sont français d'origine française et rien d'autre. Parce que ce que j'essaie de dire, c'est pas qu'ils sont pas français, c'est qu'ils sont français plus. Ils ont une sorte de double culture. Ils ont deux choses à découvrir, mais ils vont s'accrocher à une seule chose qui est la France parce que c'est que ça qu'ils ont vécu. Peut-être qu'ils n'ont pas eu les moyens. Peut-être que si on leur dit de retourner dans leur pays, ils vont pas accepter. Du coup, ça crée un phénomène de déracinement. C'est chez ces gens qui oublient au final d'où ils viennent. Et ce pourquoi ils sont là. En général, si les parents ont quitté leur pays, c'est ce que mon père me dit souvent, si les parents ont quitté leur pays pour venir dans un autre, c'est pas juste parce qu'ils aimaient bien, quoi. C'est parce qu'ils voulaient améliorer leurs conditions de vie, ils voulaient donner les meilleures chances pour leurs enfants. Et du coup, des gens issus de mon pays où
d'Afrique qui sont venus ici et qui estiment que c'est bon, maintenant ils n'ont plus d'efforts à faire, ils sont libres de ne pas aller à l'école s'ils n'ont pas envie, de ne pas avoir de diplôme, de ne pas avoir de projet, tout simplement, il n'y a pas que l'école, de ne pas avoir de projet et vivre seulement comme ça. Et ça pour moi c'est une honte. C'est une honte parce que c'est comme ça que j'ai été élevé et on m'a toujours dit que à la fin, il va falloir que je retourne dans mon pays ou en tout cas que je fasse quelque chose pour que notre départ ne soit pas juste une perte pour notre pays, D'accord. mais que ce soit aussi quelque chose qu'on ait apporté et en France, qui est mon pays à moi, Ouais. et du Bénin, qui D'accord. est le pays de mon père. Donc le pays de ma mère, le pays de mon père. Ok. Trop cool. Ouais, du coup, je vais te raconter ma vie aussi. C'est, moi, j'ai un peu ce sentiment-là aussi par rapport à du coup, je me sens totalement déraciné. La fois où je suis parti au Cambodge, vraiment, dans ma vie, je n'ai passé que 5 jours au Cambodge, tu vois. Où ça s'est relativement bien passé, mais avec genre des gros fails. En fait, du coup, c'était un moment où je vivais à Shanghai depuis 1 an, et où j'ai vécu 1 an et demi. Et en étant là-bas, moi j'ai eu ce sentiment-là aussi, en apprenant la langue, en essayant de me plonger dans les cultures asiatiques, de perdre ce côté mixité culturelle. C'est en fait, j'avais l'impression qu'en essayant d'apprendre le chinois et de me plonger dans le chinois, que je perdais mon côté français et que je devenais une sorte de sous-chinois qui parlait pas bien chinois en fait. Je vois. Et je sais que j'ai cette théorie-là que des étrangers qui viennent en Chine par curiosité et ensuite qui restent par passion ont plus de facilité à apprendre le chinois parce qu'ils s'enrichissent culturellement. Alors que moi j'ai eu ce sentiment-là j'étais déjà riche culturellement, mais là je m'appauvrissais parce que en me plongeant dans la culture chinoise, je perdais ma culture française en même temps. Ce qui était très bizarre. Et c'est juste mon excuse à moi pour dire que je n'ai pas réussi à bien progresser en chinois à la fin. Non mais je suis. Ouais. Je suis. Et voilà, je sais pas si toi ça te fait ce même effet-là pour peut-être apprendre le Bénin ou tu te sens vraiment de passion pour le Bénin vu que c'est quand même ton pays d'origine, de l'origine de tes parents. Voilà. Ouais. Comment voir ça? Je dirais, toi tu as dit par exemple une sensation d'appauvrissement, Ouais. de perdre une partie de la culture. Le fait est que moi, je pense que la différence c'est que j'ai été forcé, jeune, Ouais. à y être. Ouais. Donc jeune, j'ai été forcé à m'immerger dans cette culture, que je le veuille ou non, je vis là-bas. Et on va pas me faire vivre là-bas avec les coutumes d'ici ou avec les produits d'ici. Et je pense en vrai que n'importe qui, même toi, si tu veux t'enraciner, redécouvrir en fait d'où, quelle est ton histoire, qu'est-ce qu'il y a eu avant, il faut faire cet effort d'être moqué. Par exemple, quand moi j'essayais de parler le fond, j'étais moqué par ceux qui vivaient là-bas, quoi. Ouais. Parce qu'ils parlent mieux que moi, ils connaissent des dizaines d'expressions mieux pour dire la même chose, quoi. Et moi je galère à essayer de construire une phrase qui est même pas juste au niveau de la syntaxe ou autre. Mais au final, c'est pas pour les autres que je fais ça. C'était au début pour rendre mon père fier, et ensuite parce que c'est un héritage culturel qui m'appartient. Ouais. Donc que je le veuille ou non, ça m'appartient, c'est en moi, et je dois en faire. Je suis pas obligé, en vrai, je dois pas, mais il serait mieux de faire du mieux que je peux pour avoir le maximum de connaissances des deux côtés. Donc pour quelqu'un qui voudra prendre le fond et qui viendrait dans notre pays et qui est par exemple français, qui s'installe et qui apprécie le pays et qui reste, je pense pas qu'il aurait plus de facilité que moi. Parce qu'au fond de moi, j'ai des capacités peut-être innées, dues à la génétique, dues à... Tout ça, c'est rien de scientifique dedans, mais j'ai peut-être des capacités qui me permettront, moi, de mieux comprendre ça, de mieux m'intégrer dans le pays, de mieux savoir comment le gars à qui je parle, qui est originaire de mon pays, se sent ou qu'est-ce qu'il veut, quoi. Donc au final, je pense qu'il n'y a jamais de... Voilà, je pense que ce que je vais dire, c'est qu'il n'y a jamais de déracinement total, irréversible. Ok. Ça n'existe pas. D'accord.
Ça ressemble à quoi le fond? Le fond, donc c'est un dialecte qu'on parle au Bénin. Ça ressemble à quoi? Je peux pas te dire à quoi ça ressemble, je peux te parler. Déjà, est-ce que c'est une langue qui utilise les tons, les syllabes en particulier? C'est une langue, par exemple, moi je l'ai jamais vue écrite. Ouais. Enfin si, dans les musées je l'ai vue écrite, mais on me l'a jamais écrite. Par exemple, mon père qui m'a écrit un truc en fond. Il sait pas l'écrire, il sait le parler. Ouais. C'est l'écriture en fait, c'est quelque chose qui se transmet. On a vraiment une culture orale. Ouais. Ça veut dire que notre transmission, à l'inverse des pays où on écrit tout est écrit et du coup la transmission se fait plus facilement, il suffit de lire et du coup tu lis, tu as le savoir. Là c'est plus oral, des histoires, des choses qu'on raconte et qui se transmettent de génération en génération de telle manière que quelqu'un qui vient et qui n'a aucune idée qui n'a aucune connaissance au préalable aura beaucoup de mal à comprendre la culture, quoi. Certes, il y a des historiens qui peuvent faire des travaux de mémoire, etc. pour savoir, mais ça va être beaucoup plus compliqué que dans certains pays où tout est manuscrit. Donc, par exemple, ma grand-mère, je sais que ma grand-mère paternelle parlait et savait écrire le fond. Et le fond, ça s'écrit avec différents tons. Il y a plusieurs mots qui veulent dire la même chose en fonction du contexte, de quels mots ils sont entourés, de la manière dont tu le dis. Par exemple, très simple, pour dire 3, le chiffre 3, on disait aton. Donc là, j'ai la voix qui descend. Et si je voulais dire 5, je devais dire aton, donc la voix qui monte. Et ça se fait avec des chapeaux, oui. Un peu comme, je crois, le mandarin. Oui, tout à fait. Et en fonction de ta prononciation, ça change le sens du mot. D'accord. À l'écrit, c'est vraiment tout ce que je pourrais dire. Et en gros, on a des phrases pour dire plein de choses. C'est vraiment très imagé. C'est un truc que j'ai remarqué aussi. C'est que quand on parle, quand on utilise des proverbes ou bien des petits... C'est utilisé dans la vie de tous les jours. C'est très imagé, quoi. Ça va faire penser à des histoires. On peut utiliser des animaux pour décrire une situation. On peut dire... traduit littéralement, en fait, si je traduis littéralement du fond en français, ça n'aurait aucun sens. Ouais. C'est peu compréhensible, mais au final, c'est l'idée d'utiliser des expressions, des histoires, des animaux, des dieux, des divinités plutôt, pour exprimer une sensation, un sentiment. C'est comme un équivalent de dire je me suis fait poser un lapin, ce genre de totalement, truc. Voilà. Ça sort de mon chapeau. Voilà. Et c'est très riche en expressions comme ça. Ok, d'accord. Et en termes de, du coup, syllabes, c'est des syllabes qui sont similaires au français ou c'est des trucs qui sont vraiment... C'est une langue qui utilise Déjà, c'est une langue tonale. Oui. Ouais. Et après, est-ce que tu as des sons particuliers? Parce que je sais, par exemple, dans le mandarin, tu as des sons très particuliers qu'on n'a pas dans la langue française, comme le A, le E, le. C'est vraiment des syllabes atypiques qui sont très dures à assimiler pour un Français ou pour des étrangers. Et il y a des trucs, du coup, similaires, vraiment atypiques que de... Où il y a des trucs qu'ils n'utilisent pas, par exemple, dans la langue française. Je sais que dans le mandarin, ils savent pas faire la différence entre le et, ou re. Ils savent pas l'utiliser, le re. Je dirais que les R, par exemple, nous, tous nos R sont limite roulés. Ouais. En fait, le son R ne ressort jamais. Jamais. Il y a certainement des sons, malheureusement je suis vraiment pas bon, mais il y a forcément des sons qui sont utilisés en fond et pas par exemple en français. Je sais par exemple que dans mon nom, c'est Ounou. Mon nom s'écrit H-O-U-2-N-O-U, donc un français dirait ça Ounou. Moi à l'école on m'a toujours appelé Ounou Axel, alors que un béninois va lire ça Hum. Donc le H, c'est un son qui vient du nez en fait. Ça va faire Hum au lieu de Ou. Le H est prononcé. Ouais. Et par exemple, nos noms, si tu les découpes, en général c'est en deux parties ou en plusieurs, ça dépend. Tu as Hum qui veut dire sang et Nou qui veut dire chose. Ok. Et dans notre famille, Hounou, ça veut dire fils de sang. Ok, d'accord. Okay. Et donc il y a plein d'histoires qui sont liées à tout ça, des sons. Le Bénin avant s'appelait Danhome, Dan qui veut dire le serpent, Home qui veut dire dans la bouche, donc dans la bouche du serpent. C'est comme ça que s'appelait notre pays. Il y a des lettres qui sont pas utilisées dans l'alphabet français, des sons, plein de choses quoi. Ok, d'accord.
Il y avait des cas comme toi, des cas, pardon. Il y avait est-ce qu'il y avait aussi avec toi dans l'école d'autres personnes qui venaient de la France Quand j'ai été à Montaigne, donc l'école française, Ouais, où il y en avait. d'accord. Donc là, il y avait de tout, hein, il y avait comme une école normale, il y avait de tout. Mais quand j'allais dans des écoles plus proches, plus locales, là j'étais le seul. Ok, d'accord. Donc totalement seul, tout le monde vient du même endroit. Et donc voilà, il n'y a pas de diversité. Ouais. Enfin, il y a une diversité locale, donc lui vient de tel côté du Bénin, lui vient de tel côté, mais pas international. Et tu réagis comment du coup quand tu croises d'autres Français caucasiens ou d'autres Français Je réagis très peu, parce Ouais. qu'en vrai, c'est comme quand je vais en vacances dans un pays étranger. C'est pas que j'aime pas les Français à l'étranger, mais en général, si je vais à l'étranger, c'est pour ne pas croiser d'autres Français? croiser d'autres Français. C'est pour être totalement dépaysé Ouais. et voir d'autres choses, découvrir d'autres choses. Donc c'est bien, je peux le voir, je peux lui dire salut, qu'est-ce que tu fais là, etc. Mais en général, je vais très peu traîner avec lui parce que culturellement, il va m'apporter moins que les autres. On va faire les touristes. C'est quoi qui est cool à manger là-bas? Ah, il y a plein de plats Ouais. que je n'aime pas d'ailleurs. Il y a plein de plats que je n'aime pas, mais il y a des plats incroyables. C'est populaire, je veux dire, dans toute l'Afrique de l'Ouest, mais il y a des plats principaux. Je dirais que l'alimentation d'un Béninois, elle se comporte de la pâte. La pâte, ce sera le plat principal. Donc les pâtes sont faites avec différentes farines. Attends, quand tu dis les pâtes, c'est-à-dire les pâtes genre la spaghetti pâte, non, de la pâte, De la pâte. farine pour faire le Voilà. pain. Ok, d'accord. Voilà. Donc il y a différentes farines qui Ouais. servent à faire différentes pâtes. Ouais. Et chaque pâte a une appellation, une couleur, un goût différent, une texture différente. J'ai eu l'occasion de les goûter toutes, enfin peut-être pas toutes, mais une grande partie. Il y a la pâte la plus classique, c'est fait avec de la farine de maïs, et ça s'appelle wo. Wo. Donc c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et donc c'est une pâte toute blanche, un peu épaisse, mais on peut la couper avec les doigts ou avec une fourchette, comme ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ça, c'était juste la base des glucides. Mais ce qui rend intéressant de manger la pâte, c'est la sauce qui l'accompagne. Ouais. Voilà, donc Ouais. ils vont prendre quelque chose qui va vraiment caler la pâte. Ouais. Et ensuite, là, il y aura plein de choses autour qui vont permettre d'embellir le goût de la pâte elle-même. La pâte elle-même, moi, je la mange, j'aime pas. Je trouve ça très mauvais, Ouais, ça a une texture pas ouf. Mais mélangé avec, par exemple, du gombo, qui est une sauce gluante, ok, du crin-crin, qui est une sauce faite à base d'herbes, de plantes. Il y a plein de sauces différentes. Menthe, ok, qui sera plus des épinards. Et tout a des goûts qu'on retrouve très peu en fait, très peu ici. C'est très épicé. En général, c'est très épicé, mais c'est bon quoi. Ouais, c'est un peu comme la cuisine asiatique. On a une base de riz, après on a des condiments qui vont avec. Mais du coup, c'est servi séparément, c'est servi dans un seul plat. Ça dépend, mais en général c'est dans un seul plat quoi. D'accord. Et vous mangez au Il y a doigt. moyen, ouais, ça se mange à la main en Ouais. général. Ouais. C'est largement plus pratique en vrai. Certains n'aiment pas, moi j'aime pas spécialement. Ouais. Mais juste parce que je suis pas bon. Parce qu'en vrai, manger avec les doigts, ça a l'air simple, mais c'est pas aussi simple que ça en a l'air quoi. Tu verras quelqu'un manger avec sa main, et ben ce sera extrêmement propre, il n'y en aura pas partout sur sa main, c'est une partie qui sert à faire chaque chose, et au final l'assiette est extrêmement propre. Alors que moi je vais essayer de manger avec la main, je vais m'en mettre partout, je vais pas réussir, bon voilà, c'est des trucs qui s'apprennent et ça a l'air, on pourrait dire oui c'est barbare, pas du tout. Ça demande une certaine dextérité et un certain savoir de comment manger, comme manger avec une fourchette. Ouais. Quelqu'un qui a jamais mangé avec une fourchette ne saura pas s'en servir. Pareil pour les mains. Et ouais, franchement, c'est des plats incroyables. C'est des plats qui, autant par exemple la pâte de maïs, j'ai détesté, mais il y a par exemple des pâtes de banane qui sont incroyablement bonnes. C'est sucré, c'est mélangé avec de l'igname, donc pâte de banane, pas d'igname, et ça a une texture limite caoutchouteuse à cause de la banane, mais sucré et un goût indescriptible. Oh là là. Et ça, on sert ça avec une sauce, ça peut être une sauce mafé, donc là populaire en Afrique de l'Ouest, ou des sauces particulières qui font que le repas est incroyable. Il y a de la viande dedans, il y a du poisson. Le pays est culinairement
riche. Surtout, et je veux dire riche dans le sens où les produits que tu manges sont de très haute qualité. Il n'y a pas d'engrais, il n'y a juste pas les moyens d'en mettre. Ah oui, voilà. En plus. Ouais. Donc il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas la pêche, elle a été faite le jour même sur nos côtes. Tu vois, le poisson, il est énorme, il est bon, voilà quoi. Donc quand tu manges un plat, t'es content. C'est pas des frites, mais t'es très content quand même. Donc voilà. Ouais. C'est vrai. Ils ont même leur propre boisson. Du vin de palme par exemple. On a des cocotiers, donc le lait de coco, l'eau de coco qui est prise. Plein de choses. Stylé. Et c'est quoi les endroits cool à visiter là-bas? Alors, au Bénin, tu auras Porto Novo, Ouais. qui est la capitale historique du Bénin, et Cotonou, qui est la capitale économique. Donc, c'est la base pour quelqu'un qui veut visiter, d'aller voir les deux déjà. Porto Novo, tu trouveras des temples, des musées, plein de choses à voir, même rien que voir la rue, la manière dont vivent les gens, c'est intéressant. Cotonou, ce sera un peu plus occidental, donc avec plus d'entreprises, mais aussi des restaurants un peu plus chics. Il y a des restaurants français et autres. Tu as l'ambassade qui est aussi à Cotonou. C'est proche de l'aéroport, donc il y a plein de choses. Il y a des plages, tu pourras aller voir. Après, tu peux essayer de monter un peu plus, donc d'aller dans le nord, où là, tu pourras découvrir plein de cultures. D'ailleurs, le Bénin, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas dit avant, le Bénin est le berceau de la culture vaudou. Donc, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du vaudou. Oui, mais je savais pas que c'était le berceau du coup. Oh, Ouais. d'accord, ok. On parle souvent d'Haïti comme étant le berceau. Ah, moi j'aurais dit, je pensais que c'était la Nouvelle-Orléans. Non. D'accord, ok. Le vaudou, c'est originaire du Bénin, au Ok. tout début. Et avec tu sais, le commerce triangulaire, etc., le déplacement des esclaves, et ben, cette culture a été exportée. Voilà. Mais plus tu montes dans le nord, plus tu pourras découvrir. Déjà, il y a des temples et des musées incroyables à voir sur l'histoire du Bénin. Et la culture vaudou, qui aussi. Ce que j'aime bien avec la culture vaudou, c'est que c'est des légendes, des mythes, mais aussi des démonstrations. Ouais. Voilà. Donc c'est très démonstratif. Quand par exemple on te dira, c'est en rapport avec les revenants, donc des gens qui sont morts et qui reviennent à la vie. Et il y a des danses, des sortes de grandes fêtes qui sont organisées pour leur souhaiter la bienvenue, parce qu'ils vont rester que pour un petit moment dans notre monde. Donc c'est la culture. Hein. Et tu as des danses avec des gens qui vont porter des costumes énormes. Et chaque costume, chaque vaudou a une signification. Okay. T'en auras par exemple qui seront très rapides et ils vont chasser, ça pourchasse aussi les gens. Donc lors des démonstrations, vous faites un cercle, il y a les initiés qui eux peuvent s'approcher et il y a par exemple un mythe, une légende, certains diront que c'est pas une légende, c'est si le pagne, donc l'habit que porte le vaudou te touche, tu meurs. Okay. Donc il ne faut sous aucun prétexte jamais toucher l'habit du vaudou. Okay. Ou tu vas mourir, tu vas avoir des brûlures à l'endroit qui t'a touché, donc ça pourrait être des produits chimiques, mais en tout cas, il ne faut jamais toucher le pagne. D'accord. Okay. Et donc les initiés, eux, peuvent toucher, donc ils vivent dans des couvents avec, et ça va par exemple danser, ça va faire des danses calmes en fonction d'un rythme joué au tambour, au tam-tam. Et par exemple, la personne qui contrôle le tam-tam peut diriger le déroulement de la cérémonie. Quoi. Donc par exemple, plus il va faire un rythme endiablé, plus par exemple le vaudou va se mettre à danser vite et faire par exemple des cercles. Et il y a des moments où, par exemple, tu as certains vaudous qui sont connus pour, quand ils sortent, je vais pas dire tuer des gens, je vais dire Chasser. Chasser, Ouais. voilà. Chasser des gens. Okay. Donc quand eux sortent, c'est pour la chasse en général. Donc ils ont des machettes et d'autres trucs comme ça. Et il y a leurs initiés à côté qui les retiennent. Et il y a des courses qui s'organisent. Donc moi j'ai eu l'occasion de voir ça. Et tu imagines petit, c'était incroyable quoi. Incroyable. Et donc voilà, il y a un gros engouement autour de ça. Chaque vaudou, et je pourrais vraiment pas te parler de tout, mais chaque vaudou a une histoire. C'est vaste. Il y a plein de divinités. Sakpata, Hevioso, Dan, c'est des noms que je cite comme ça pour Dieu par exemple de la foudre, Dieu de la terre, le Dieu serpent. Et chaque
divinité a des pratiquants, des couvents, des traditions, et c'est très vaste. Plus tu montes dans le nord, plus tu pourras voir ce genre de choses à l'état pur. Ça veut dire à l'état non modifié pour que ça plaise aux touristes, etc. Donc juste pur comme c'est pratiqué, comme les gens qui vivent dans les villages pratiquent la religion. Mais voilà, donc c'est considéré comme une religion là-bas ou c'est juste une tradition? Non, c'est une vraie religion. C'est une vraie religion. Ok, d'accord. Les gens y croient, prient, font des offrandes, des cérémonies pour ces dieux. Il y a même des familles qui sont connues pour vénérer tel dieu et on les reconnaît grâce à des scarifications. Ok. Par exemple, il y en a qui ont des traits sur la joue. Et en fonction par exemple du nombre de traits, tu sais que lui, par exemple, il vient de telle famille qui vénère tel dieu. Ah, c'est ça, d'accord. Ouais. Ok. Telle divinité, pas dieu. D'accord. Et il y a une notion de paradis, d'enfer ou non, rien de tout ça. Je saurais pas te dire, mais je pense que ça existe. Okay. C'est juste je suis pas assez calé à cet endroit, mais je pense qu'il y a bien une notion de jugement, de bien et de mal. Ouais. Et voilà, donc c'est vraiment, il faut suivre les commandements s'il y en a. Et il y aura forcément punition pour ceux qui n'ont pas été... et c'est à l'image aussi un peu de sorcellerie, c'est ça? Les gens comparent ça à de la sorcellerie. Ouais. Ça peut ressembler à de la sorcellerie, mais je sais pas. Sorcellerie, ça m'a l'air trop mythologique, film, des choses impossibles. Parce que moi je me souviens que j'ai eu des cours en fait de management international où notre professeur nous expliquait que dans certaines cultures africaines, s'il y avait des crasses entre certaines personnes, elles pouvaient par exemple se maudire entre elles en lançant des maléfices. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Ça existe très bien. Ouais. Mais il n'y a pas, moralement, c'est pas très cool. Moralement, c'est pas très cool, c'est vrai. Mais faut que ce soit quelque chose de très important. C'est pas on lance pas on ne maudit pas quelqu'un parce que je sais pas, il a embouti ta voiture. Ouais. Ça arrive pas. Ça doit être vraiment un truc d'une nature très grave pour en arriver jusqu'à là, quoi. Et ça, c'est toléré, justifié, ou c'est disent les gens? De manière, en soi, t'as aucune preuve de prouver. D'accord. Ok. Donc tu pourras dire oui, lui, il m'a maudit, et s'il dit non, c'est non. Vu que t'as pas de preuve. D'accord. C'est rien de matériel physique. Ouais. Mais certes, oui, il peut y avoir des rituels, des choses comme ça qui se passent, mais tout est en général encadré par, je vais dire par exemple le christianisme, ça va être l'église, et le vaudouisme, ça va être aussi une sorte d'institution, mais propre à chaque divinité. D'accord. Okay. En tout cas dans mon pays. Et les divinités entre elles s'entendent bien, ou c'est un peu les mêmes divisions que tu as entre le christianisme, le protestantisme? Je sais pas ça. Est-ce qu'elles s'entendent bien? Question à laquelle. En fait, est-ce que c'est des divinités qui étaient toutes là déjà en même temps et tout le monde sait et s'accorde à dire qu'elles existent toutes, ou est-ce que ça a le même problème que le christianisme où les gens ils disent non, le christianisme c'est pas la bonne, il faut être protestant et je pense qu'il y a il y a quand même des gens qui essayent de convertir, c'est au final de convertir des gens, mais comme partout au final. Mais en général, je dirais que les gens qui sont dans un culte qui vénèrent une divinité reconnaissent les autres divinités, mais n'en font pas partie. D'accord. Donc ils diront oui, ça existe. Par exemple, quelqu'un qui vient de telle famille, qui vénère telle divinité, on le reconnaît grâce à tel signe, et on peut dire que par exemple entre ces deux divinités, en général ça se passe pas bien. Ouais. Okay. Donc il va essayer d'éviter la personne qui vient de tout simplement de cette autre famille, quoi. D'accord, ok. Allez, c'est vraiment une conception des choses différentes. Ok, d'accord. Mais tout ça, ce que je te dis, c'est pas le cas général. Ouais. C'est vraiment, ça peut être pris au cas par cas. Donc, est-ce que ça existe? Oui. Est-ce que c'est vraiment un truc répandu qui se passe très souvent? Je pense pas. D'accord. Parce que moi, justement, cet exemple, je crois que c'est à Taïwan où t'as une église qui, en gros, sert à tout le monde. C'est-à-dire que ces trois religions, le christianisme, le bouddhisme et
la religion maghrébine, l'islam, qui se sont dit, il y a un bâtiment, bon, on va se faire un calendrier, après voilà, vous faites vos cérémonies à telle heure, telle date, et nous, si ça vous dérange si on fait ça, et en fait ils s'entendent tous très bien, tu vois, ils partagent le même bâtiment, et... Non, ça va pas. Parce qu'en général, la divinité a sa statue à un endroit, elle peut être reproduite, mais c'est des lieux quasi sacrés, quoi. Donc on n'amène pas une autre divinité. Donc voilà. Ils peuvent être colocs. Non. Un peu de mixité quand même, un peu de bienveillance. J'aime bien finir mes interviews sur une histoire drôle, de voyage, d'anecdotes. Est-ce que du coup, t'en aurais une en réserve de vraiment un truc un peu atypique que j'aime bien appeler des histoires what the fuck, c'est-à-dire pendant ta découverte culturelle ou quelque chose du genre, tu t'es retrouvé dans une situation où tu t'es dit what the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ah là, tu me poses une question. Est-ce que je vais réussir à trouver une pépite comme ça? Un truc incroyable qui m'est arrivé. Incroyable? Non, je pense pas. En vrai, je pourrais te raconter des histoires sur par exemple la fois où... c'est très classique. La fois où par exemple j'ai raté mon train, j'ai dû dormir dans la propre gare, il y avait des drogués à côté de moi qui se piquaient. Tu vois, et France ou là-bas? En Angleterre. En Angleterre, d'accord. Voilà. Quand je devais prendre mon bus pour aller en Écosse. Quand je voulais prendre mon bus pour aller de l'Écosse à l'Angleterre, est-ce que j'ai un truc what the fuck? Ah, je sais pas. Je pense pas. Au pire, raconte-moi la cérémonie vraiment du vaudou. Qu'est-ce que tu as vu? Alors ça, c'était très simple. Mon père est originaire de Décamé, c'est un petit village. Un tout petit village au Bénin. Et pour des cérémonies, on a décidé d'aller d'abord là-bas et ensuite d'aller dans le nord pour découvrir un peu, quoi, vu qu'on est originaire du sud. On est allé dans le nord comme ça avec mon père, ma mère, on est allé dans une voiture, une Jeep, et les cérémonies commencent. Donc ça commence à la tombée du jour, c'est une sorte de couvent dans lequel tu as les initiés dont je t'avais parlé au début et le revenant qui est symbolisé à travers un costume. Okay. Donc il y a le revenant avec les costumes, et il y en a d'autres aussi qui sont tout autour de lui. Ils font une sorte de cérémonie, ils disent des paroles sacrées, et le costume qui est de base par terre va se lever. Okay. Donc tout ça, je te dis ça, mais en vrai je suis sûr qu'il y a des explications. Moi je sais pas que j'y crois pas, c'est que ça m'a l'air très gros. Donc voilà, le revenant va incarner l'habit, le pagne, okay, et va sortir. Donc en marchant, il va sortir. Dehors, on a une sorte de gigantesque cour, avec plein de gens qui sont là, qui crient, qui acclament, voilà. Et les vaudous vont venir se mettre au milieu. Donc les vaudous, c'est les divinités, le costume, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc le revenant vient parce que telle divinité, par exemple, l'a permis. Donc au final, il représente la divinité, le costume. Vaudou, c'est le mot pour revenant? Non. Ok. Je peux appeler ça peut m'arriver d'appeler ça des vaudous, mais vaudou c'est un mot large, quoi, qui représentera et la religion, le vaudouisme, et les divinités, lui c'est un vaudou, et les revenants. D'accord. Ok. Ouais. Mais vaudou c'est pas juste un nom propre pour une personne. Ok, d'accord. Ce sera un plus commun. Donc, comme ça se fait, il y a des grands tam-tams, il y a de la musique, tout le monde commence à jouer, et les vaudous dansent, du coup. Ils dansent, les revenants dansent au milieu. Il y en a un, par exemple, qui s'appelle Django, qui est un vaudou connu pour faire des acrobaties, courir, faire des sauts incroyablement hauts. Et il est en général tout petit et tout léger, et il va courir extrêmement vite, quoi. Lui, par exemple, et là où, par exemple, c'est impressionnant, c'est que cette cérémonie peut durer des heures. Et pendant des heures, le vaudou va courir, va sauter, va chasser, va tourner autour de lui-même, tu vois, va faire des choses, par exemple des vaudous qui vont porter des énormes costumes, qui vont danser pendant 4 heures avec un costume et sous une chaleur. Tu vois, une chaleur de 30-35 degrés. Donc justement, moi je me dis, la personne qui est à l'intérieur,
s'il y a une personne, si c'est contrefait, et bah, elle doit être incroyablement forte, résistante et probablement droguée. Si, parce que sainement, c'est physiquement impossible. Ouais. C'est physiquement impossible quoi, de danser avec autant de poids sur soi pendant aussi longtemps et de courir aussi vite. Donc voilà, et à un moment il va y avoir, là où on était allé, à un moment ils sortent les vaudous qui sont les chasseurs justement. Je connais pas leur nom, ils ont un nom particulier. Et eux sont connus pour courir extrêmement vite, avoir des machettes peu aiguisées, mais si tu prends un coup tu vas avoir très mal quand même. Mais ça coupe pas. Mais en tout cas ça fait mal quoi. Et du coup eux quand ils sortent, quand ils étaient sortis, ils ont commencé à faire des cercles, ok. Puis au fur et à mesure des cercles, ils se sont arrêtés. Ils ont par exemple ciblé une personne et ils lui courent derrière. Et là du coup tu as les hommes qui eux participent à la chasse, à la course en gros, un peu comme un jeu de chat, pour preuve de virilité et de ce que moi j'ai vu. Pour preuve de virilité et comme quoi c'est des hommes. Et tu as les femmes qui ne doivent surtout pas être touchées justement par le pain ou du vaudou parce que elles, si elles sont touchées, elles meurent instantanément. C'est comme ça. Okay. Et je me souviens encore de la scène où nous, on était dans la voiture, la Jeep. Ça a son importance. On était dedans. On ne devait pas sortir vu qu'on est des enfants. Les enfants aussi ne doivent pas toucher le pain ou trop s'approcher. Et le spectacle commence un peu à dégénérer. Donc les initiés qui eux ont les bâtons essayent quand même de calmer les vaudous, mais eux ils obéissent pas quoi. Donc normalement ils doivent obéir, mais il y a des cas où ils obéissent pas. Donc ils commencent à courir, à faire la chasse, les gens s'agitent un peu, on commence à se demander est-ce que c'est toujours contrôlé ou pas. Mon père commence un peu à se dire ça a l'air bizarre parce que normalement lui qui connaît un peu, quand il y a tel son, et ben, le vaudou est censé faire telle chose et pas ce qu'il est en train de faire quoi. Donc il nous dit oui. Sortez de la voiture et allez vous mettre sur le toit. Parce que les vaudous commencent à tourner aussi autour de la voiture, toucher les choses comme ça avec leurs machettes. Okay, allez vous mettre sur le toit. Et je crois que lors de cet événement, il y avait eu 2 ou 3 blessés, des vaudous à la machette, justement. Et ces blessés avaient été emmenés par les initiés pour leur prodiguer des soins, justement. Et ça a été l'un des souvenirs les plus impressionnants que j'ai eu du vaudouisme. Ça m'a impressionné. Je sais même qu'on a une fête nationale pour ça. C'est le 10 janvier ou 10 février où ils sortent dans la rue et ils dansent, ils défilent, ils sont accompagnés. Donc voilà, c'est l'un des souvenirs qui m'a le plus marqué. Suite à ça, on m'a expliqué, on m'a dit que certains vaudous sont connus pour sortir la nuit en dehors des cérémonies, et qu'il ne faut jamais les rencontrer. Parce que là, par exemple, si tu en rencontres un la nuit, bah, tu peux mourir. Parce qu'il peut te tuer. Okay. Et donc, il y a certains endroits, certains jours et certains horaires auxquels tu n'as pas à être dehors tardivement. D'accord. Et voilà, ça fait partie du folklore, de la mythologie de là-bas. Merci, c'était incroyable, merci. Bah, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça t'a plu aussi. Oui, c'était parfait. À plus tard. Merci beaucoup. Un grand merci à Axel d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Merci également à l'Alter Hostel et à son staff de me laisser enregistrer le podcast chez eux. Et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur Apple Podcast, Deezer, PodCloud, Spotify, YouTube, les archives d'internet et vos applis de podcast préférés. Et si vous avez aimé cet épisode et ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.